Dans l'Himalaya, on l'appelle le Yéti. En Russie, l'Almasty. Dans l'ouest des États-Unis, le Sasquatch. Mais le Bigfoot existe-t-il vraiment? Cette fois, pas question de traquer la bête. Il est temps d'apporter des réponses. Ceux qui croient dur comme fer à l'existence de Bigfoot disent avoir des preuves. Le problème, c'est qu'aucune n'a jamais été vérifiée. Mais la science peut-elle vraiment départager la réalité et la fiction? Un grand professeur de génétique de l'université d'Oxford est bien décidé à le découvrir. Et je vais l'aider. Ce généticien s'appelle Brian Sykes et il est à l'origine d'un projet unique. Analyser des poils de Bigfoot du monde entier. On va pouvoir identifier l'espèce correspondante à chaque échantillon. S'il y a quelque chose à trouver, on trouvera. Je vais suivre la piste du Sasquatch dans l'Ouest américain et tenter d'élucider le mystère de l'Almasty en Russie. Mais pour l'instant, je pars explorer le territoire du Yéti, l'Himalaya. Là où un célèbre alpiniste a fait une rencontre glaçante. Cette énorme créature allait me tuer ou me manger. Je vais monter jusqu'au camp de base de l'Everest, où une photo historique a été prise. Les Sherpas savaient exactement ce que c'était. Des empreintes de Yéti. D'une mystérieuse dépouille cachée pendant 30 ans, au Yéti tué par des nazis à la fin des années 30, notre enquête sera riche en rebondissements. C'est une découverte cruciale. C'est peut-être le fondement biologique de la légende du Yéti. La génétique va-t-elle permettre de découvrir la réalité? L'heure de vérité a sonné pour le Yéti. Les montagnes de l'Himalaya s'étendent sur environ 2500 km entre le Ladakh, le Népal, le Tibet et le Bhoutan. C'est le territoire du Yéti. Notre mission est d'analyser les théories qui alimentent la légende du Yéti. Est-ce un ours? Une sorte de singe géant? Pourrait-il s'agir d'un ancien hominidé? D'un membre de l'espèce humaine comme l'homme de Néandertal, qu'on croyait éteint depuis longtemps? Ou s'agit-il d'un canular? De l'homme sauvage, selon un diplomate britannique en 1832, à l'abominable homme des neiges, d'après un journaliste en 1921, en passant par une surprenante photographie en 1951, la description du Yéti varie. Il marche sur ses pattes arrière, comme un homme ou un singe. Il est grand, entre 1,50 m et 2,75 m, massif, de 180 à 400 kg, velu, de rouge-brun à beige, à presque blanc. Ces apparitions sont rares et les preuves quasi inexistantes. Mais un scientifique de renommée internationale a décidé d'élucider le mystère une bonne fois pour toutes. Le professeur Brian Sykes est un pionnier de la génétique. Il est le premier à avoir prélevé de l'ADN sur des ossements humains très anciens. Il est à l'origine d'un projet de recherche en collaboration avec le musée de Lausanne. Son objectif, analyser des poils de Yéti venant de tout l'Himalaya.
En tant que vétérinaire et biologiste, je ne pouvais pas laisser passer une telle occasion. Mais je me demande bien pourquoi un scientifique de sa trempe s'aventure dans l'univers trouble du Bigfoot. Là où des chercheurs de renom ont juré de ne pas s'aventurer. Bonjour Brian. Marc, Ça va? Content de vous voir. moi aussi. Le facteur est passé. Oui. Encore. Vous avez forcément pensé à tous les spécialistes dont la réputation a été anéantie quand ils se sont intéressés à l'univers obscur du Bigfoot. Oui. Ça ne vous fiche pas la trouille? Non. Je le fais par curiosité. Je veux trouver la réponse et ça devrait être la base de toute recherche scientifique. Je suis un peu, disons, irrité par les cryptozoologues qui se plaignent d'avoir été rejetés par leurs confrères. Personne n'accepte ou ne rejette. On veut découvrir des choses en s'appuyant sur des preuves. Présentez-moi des preuves et je les étudierai. Tandis que Brian Sykes commence ses analyses sur des poils de soi-disant Yéti, je me rends à 8000 km de là, au Népal, au pied de la plus haute chaîne montagneuse du globe, l'Himalaya. Regardez, c'est le paysage de montagne par excellence. C'est génial d'être ici. Ma destination, le camp de base de l'Everest. Mais avant, j'aimerais savoir ce que les habitants pensent du Yéti. Je fais donc une première étape à Namche Bazar, à plus de 3500 mètres d'altitude, la capitale du peuple Sherpa. Les Sherpas vivent dans ces montagnes depuis plus de 500 ans et leur organisme s'est adapté à l'altitude. Le Yéti fait partie de leur quotidien. Comme en témoigne un habitant de la ville, Shona Isha. Il dit avoir été témoin d'une attaque de Yéti tout près d'ici, il y a 50 ans. Je devais avoir 16 ou 17 ans. Et on était là-haut en train de faire paître des opioques. C'est un croisement entre le yak et la vache? Oui. Un soir, on a entendu un gros bruit et un sifflement très fort. On avait très peur que le Yéti nous tue. Vous étiez dans une tente? Une grotte. Une grotte? Dans la paroi? Au petit matin, qu'avez-vous découvert? 2 opioques avaient été tués par le Yéti et dévorés. Avec les os? Il n'y avait plus d'os, ni de chair. Tout ce qui restait, c'était des excréments et des boyaux. Tout le reste avait disparu. Tout? Tout. Décrivez-moi à quoi ressemble le Yéti. À un homme. Il marche sur 2 pattes? Oui, comme les hommes. Il a des poils marron foncé, mais le visage est blanc. Malgré la violence de son expérience, le Sherpa n'a pas de rancœur envers cet animal qui a tué 2 de ses bêtes. Le Yéti est une créature de Dieu. Dieu contrôle le Yéti, les hommes, la maladie. Alors que je reprends ma route, je suis hanté par la phrase de Shona. Le Yéti est une créature de Dieu. Tous ceux que j'ai rencontrés ici, y compris nos guides Sherpas, semblent partager cette foi en l'existence de l'animal. Je suis assez sportif et pourtant, je suis épuisé. L'oxygène est très rare, déjà à 3700 mètres.
Dans chaque région de l'Himalaya, le Yéti a un nom différent. Dans l'est du Népal, au royaume du Bhoutan, on l'appelle le Migou. À 1300 km de là, dans l'ouest de l'Himalaya, au Ladakh, c'est le Tengmo. C'est là que le Français Christophe Hagenmüller en aurait vu un en 2003. Il est le premier à avoir envoyé un échantillon de poils à Brian Sykes. Il s'agirait des poils d'un Tengmo abattu dans les années 70. Tout a commencé par une drôle de rencontre dans les montagnes en 2003. Un jour, j'ai croisé un homme assis à côté de son cheval. Je lui ai demandé si tout allait bien. Il m'a répondu qu'il était tombé de cheval et qu'il ne pouvait plus rentrer chez lui. Je l'ai aidé à remonter en selle. On est repartis ensemble jusqu'à sa maison. Il m'a invité à rester un jour ou deux et on a discuté. Quand je lui ai dit que je cherchais des léopards des neiges et des animaux de ce genre, il m'a dit qu'il avait encore mieux pour moi. Il savait qu'un chasseur avait tué une étrange créature et il disait pouvoir me la montrer. À condition que je ne révèle jamais l'endroit où était caché l'animal. On a marché pendant 4 jours. Sincèrement, je ne sais même pas si je retrouverai le village. On campait là-bas, et un matin, il est venu me chercher pour aller voir le chasseur qui avait tué l'animal. La bête avait été abattue 30 ans avant. Elle était empaillée. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que c'était un croisement entre un loup et un ours. L'animal était de taille moyenne, comme un petit homme. Il avait de grands poils. Il était de couleur marron et avait une large gueule avec de grandes dents. Pour lui, c'était un Tengmo, point final. Je lui ai dit, c'est sûrement un ours. Il m'a répondu, ce n'est pas un ours. Je ne peux pas me tromper, je suis chasseur. J'ai déjà tué 10 ou 15 ours et je suis sûr que ce n'en est pas un. Je lui ai demandé si je pouvais prendre un morceau de fourrure. Il a hésité un instant avant d'accepter. Et j'ai rapporté ses poils en Europe. Christophe Hagenmüller a conservé cette fourrure pendant 10 ans. Il l'a envoyée à Brian Sykes quand il a eu vent de son projet de recherche. Les poils sont très résistants. On peut éliminer toute trace de contamination à la surface d'un poil sans endommager son ADN. On ne le sait que depuis 2 ou 3 ans. À l'intérieur de l'enveloppe en kératine se trouve l'ADN de l'animal. Cette mystérieuse créature va bientôt dévoiler sa véritable identité. Un loup, un ours, ou peut-être l'explication de la légende du Yéti. Pour les habitants de l'Himalaya, le Yéti fait partie du folklore depuis des siècles. Mais pour nous autres occidentaux, la source de cette obsession peut être datée avec précision. C'était en novembre 1951. Et tout a commencé par une simple photo. L'auteur de cette photo s'appelle Eric Shipton.
C'est un alpiniste britannique. Cette année-là, cet habitué de l'Himalaya organise une expédition. Parmi ses compagnons, un jeune néo-zélandais avide de nouvelles expériences. Edmund Hillary, l'homme qui va conquérir l'Everest. Shipton, Hillary et les autres ne cherchaient pas le Yéti, mais quelque chose de presque aussi introuvable à l'époque. Depuis 30 ans, les plus grands alpinistes tentaient de trouver un accès au plus haut sommet du monde, l'Everest. Il est juste là. On aperçoit le pic du Lhotse, le plus proche de nous. Et juste derrière, caché dans les nuages, il y a le mont Everest. C'est ce même point de vue que devait avoir Eric Shipton. Ce n'est qu'à 15 km, mais pour arriver au camp de base de l'Everest, il faut 5 jours de marche. Je suis un peu paresseux, alors j'ai décidé de prendre un raccourci. Avant de m'envoler, je dois apprendre à me servir des masques à oxygène en cas d'urgence. Nous pourrions en avoir besoin. À 5500 mètres d'altitude, respirer normalement devient très difficile. Comment ça marche? Mon équipe et moi ne sommes pas acclimatés à l'altitude. Pour ne pas tomber malade, nous ne devons pas rester plus de quelques heures au camp de base. Naturellement, Eric Shipton et ses compagnons font cette ascension à pied. Ainsi, leur corps s'habitue progressivement au manque d'oxygène. Jusqu'en 1951, tous ceux qui ont voulu conquérir l'Everest l'ont abordé par le nord, à partir du Tibet. Tous ont échoué et plusieurs ont trouvé la mort. L'expédition britannique tente alors une approche par le versant sud, au Népal. Cette même route conduira Edmund Hillary au sommet 2 ans plus tard. Je suis toujours ravi de monter en hélicoptère, où que je sois. Mais cette région est forcément le plus bel endroit à survoler. Le camp de base n'existait pas en 1951. Mais ces tentes éparpillées dans ce paysage lunaire sont tout près de l'endroit où Eric Shipton a pris sa célèbre photo il y a plus de 60 ans. C'était la fin d'après-midi, le 8 novembre 1951. Shipton et le médecin de l'expédition, Michael Ward, travaillaient sur un glacier à quelques kilomètres d'ici. Tout à coup, ils sont tombés sur une série d'énormes empreintes qui se dirigeaient vers le glacier. Et ils sont restés sans voix. Les traces mesurent 30 cm de long et 13 cm de large. Pour donner une idée de l'échelle, Eric Shipton pose son piolet juste à côté de l'empreinte. Découvrir des empreintes à cette altitude était tout simplement inexplicable, très haut au-dessus de la cime des arbres et surtout loin de toute habitation. Ça ne ressemblait pas à des traces d'hommes, d'ours ou de yaks, les seuls susceptibles de se trouver sur un glacier à une telle altitude. Mais les Sherpas savaient exactement ce que c'était. Des empreintes de Yéti. Un autre membre de l'expédition, Tom Bourdillon, voit ces mêmes traces quelques heures plus tard. Ce soir-là,
il écrit dans son journal cette phrase devenue célèbre: « L'abominable homme des neiges n'est pas un mythe. » La photo fait la une des journaux du monde entier. Certains parlent d'un ours, d'autres d'un singe. Aujourd'hui, bien sûr, on crierait au canular. Mais dans les années 50, les gentlemen aventuriers comme Eric Shipton sont au-dessus de tout soupçon. La découverte de ces empreintes ouvre un nouveau chapitre. La Yétimania est née. Les sceptiques affirment que le manque d'oxygène lié à l'altitude peut provoquer des hallucinations de ce genre. Je vais bientôt découvrir que ce n'est pas là son seul effet. Ici, le ciel est relativement dégagé. Mais plus bas, le brouillard est épais et l'hélicoptère ne peut pas venir nous chercher. C'est trop dangereux de rester ici cette nuit, car on n'est pas accoutumé à l'altitude. Donc on doit redescendre le plus possible. Théoriquement, on a le choix entre marcher 7 heures depuis le camp de base jusqu'à une zone accessible pour l'hélico, ou trouver un endroit où passer la nuit. Mais comme il n'y a plus de soleil et qu'il fait froid, il faut bouger. Nous sommes ici depuis presque une journée et nous souffrons tous des premiers symptômes du mal aigu des montagnes. Ce mal tue chaque année. Et le seul traitement, c'est de redescendre. On marche depuis une vingtaine de minutes et on ne fait que descendre. Mais on a tous atrocement mal à la tête. Bon sang. Ces maux de tête sont provoqués par une mauvaise oxygénation du cerveau. Notre caméraman en pâtit plus que les autres. Je suis scientifique et je sais que nous pouvons perdre connaissance à tout moment. Je vois encore le camp de base. Le généticien Brian Sykes est aussi en expédition. Mais dans une région plus hospitalière, le Haut-Adige. Il se rend à Bolzano, dans le nord de l'Italie, pour prélever un échantillon sur un yéti étonnant. La créature a été abattue en altitude, près d'une grotte enneigée, dans les montagnes reculées de l'Himalaya tibétain en 1938. L'homme qui l'a tué est un scientifique allemand nommé Ernst Schäfer, alors à la tête d'une expédition placée sous l'égide des SS, l'opération Tibet. Ces hommes et lui ne sont pas venus pour chasser le Yéti, mais pour cartographier la région et effectuer des recherches ethnographiques sur les origines de la race aryenne. Ces images font froid dans le dos quand on sait que le scientifique en train de mouler ses visages sera condamné pour ses expériences à Auschwitz. Ernst Schäfer rapporte son trophée en Allemagne en 1939 et le fait empailler. Personne n'a jamais pu identifier cet animal, et pour cause, il n'a jamais été analysé.
J'ai vu beaucoup de spécimens, mais celui-ci remporte la palme du bizarroïde. La mâchoire inférieure a l'air d'être en argile. Les dents sont très étranges, comme si elles avaient été insérées à l'envers dans le moulage. On voit les racines. Je cherche sous la première couche de poils, car le soleil a détruit l'ADN en surface au fil du temps. C'est là que je dois prélever mon échantillon. À la mort de Schaeffer, sa veuve fait don de l'animal empaillé à l'une des grandes figures de l'alpinisme moderne. Bonjour. Ravi de vous revoir. Après vous. Reinhold Messner. Madame Schaeffer sait qu'il sera intéressé par la trouvaille de son mari, car le Yéti ne lui est pas étranger. On dit de lui que c'est le plus grand alpiniste de l'histoire. Il est le premier à avoir gravi l'Everest en solitaire sans oxygène. Le premier à avoir escaladé les 14 sommets de plus de 8000 mètres. Il a perdu 6 orteils dans l'aventure. En 1986, Reinhold Messner a croisé le chemin du Yéti. Il était seul, à très haute altitude, dans les montagnes du Tibet. Il commençait à faire nuit. J'espérais trouver un petit village pour manger quelque chose, mais c'était désert. J'ai traversé un large torrent. J'ai fait très attention car je savais que si le courant m'emportait, c'était fini. Traverser des rivières est très difficile quand on a des orteils en moins. Presque immédiatement après avoir repris ma route, j'ai aperçu une silhouette dans la pénombre. C'était une créature énorme, mais je ne voyais pas si c'était un animal ou un être humain. Je me suis demandé si j'avais vraiment vu quelque chose ou si c'était mon imagination. Quand j'ai trouvé des empreintes, j'ai su que c'était bien réel. Et les traces dans la boue étaient exactement les mêmes que sur la photo de Shipton. Reinhold Messner décide d'en avoir le cœur net. Je suis allé voir plusieurs Tibétains et je leur ai tous posé la même question. Comment appelez-vous dans votre région de l'Est du Tibet ce que les touristes appellent le Yéti au Népal? Ils m'ont tous immédiatement répondu le Tchémo. C'est là que j'ai su que j'avais vu l'animal à l'origine de la légende du Yéti. Le Yéti du Népal, le Migou du Bhoutan et le Tchémo du Tibet sont donc la même créature. Des années de recherche vont finir par convaincre Messner qu'il s'agit en réalité d'un ours. Mais pas un ours comme les autres. Une espèce plus grande, plus puissante et adaptée à de très hautes altitudes. Je n'ai pas de doute que la légende du Yéti est née de cet ours. Les habitants de la région parlent d'un animal énorme, plus grand qu'un homme, très poilu, à l'odeur très forte, qui marche sur 4 et 2 pattes. C'est un ours un peu différent, tout simplement parce que son habitat naturel est différent. Ce portrait semble correspondre aux divers témoignages. D'après le chasseur au Ladakh et Shona au Népal, ce qu'ils ont rencontré ne ressemblait pas à un ours ordinaire.
Quant à la photo d'Eric Shipton, Reinhold Messner pense qu'il s'agit d'une double empreinte. La trace de la patte arrière superposée sur celle de la patte avant. Cela expliquerait sa largeur et sa profondeur exceptionnelles. Mais une question demeure. Parmi les 3 espèces d'ours présentes au Népal, l'une d'elles pourrait-elle survivre à très haute altitude? L'ours lipu n'a jamais été vu à plus de 1500 mètres. Et l'ours noir ne monte pas au-dessus de 3700. Mais l'ours Isabelle grimpe parfois jusqu'à 5500 mètres. La même altitude que les empreintes de Shipton et la rencontre de Messner. Pour Brian Sykes, cette histoire d'ours a un goût d'inachevé. En 2001, la chaîne de télévision britannique Channel 4 organise une expédition au Bhoutan à la recherche du migou. Des échantillons de poils sont confiés à Brian Sykes pour analyse. Tous sont clairement identifiés comme appartenant à un ours. Tous, sauf un. Cet échantillon a été prélevé par le biologiste de l'expédition dans une région reculée du royaume du Bhoutan. L'un des chasseurs du roi l'a conduit jusqu'à un arbre creux, connu pour être la tanière du migou. C'est super. Excellent. À l'époque, Brian Sykes n'a pas pu identifier l'espèce. Mais aujourd'hui, fort de son expérience et armé de nouveaux appareils ultra sophistiqués, il va peut-être enfin connaître la réponse. Il est désormais en possession de 3 échantillons qui couvrent toute la chaîne de l'Himalaya. De mon côté, je viens d'arriver à Katmandou, 4000 mètres plus bas que le camp de base de l'Everest. Beaucoup plus d'oxygène, beaucoup plus de bruit, beaucoup plus de désordre. Le chaos total. Quand Edmund Hillary a gravi l'Everest en 1953, il a initié une tradition. Tous ceux qui ont bravé l'Himalaya doivent signer sur une empreinte de Yéti en carton. On l'a bien mérité. Immortalisé, à côté des plus grands. C'est un voyage qu'on n'oubliera jamais. Et maintenant, direction l'autre bout du monde, à 11 000 km de là. Je suis dans le Montana, dans l'ouest des États-Unis, pour vérifier la théorie de la double empreinte. J'ai rendez-vous avec un grizzly prénommé Brutus. Il pèse, tenez-vous bien, une demi-tonne. C'est un long voyage simplement pour voir un ours, mais il n'y a pas beaucoup de grizzlies à portée de main sur la planète. Brutus est un grizzly américain de la même espèce que l'ours Isabelle. Il va me prêter ses pattes pour que je puisse reproduire l'empreinte d'Eric Shipton. Casey Anderson est zoologue. Il a élevé Brutus et a une relation très privilégiée avec lui. Ce sont un peu les meilleurs amis du monde. Brutus a quel âge? 11 ans. Vraiment? Oui, un grizzly en captivité peut vivre jusqu'à 40 ans. Il a encore de belles années devant lui. Nous reconstituons une piste que Brutus puisse piétiner à sa guise.
On dirait peut-être un gros nounours, mais j'ai parfaitement conscience que cet animal de 500 kilos pourrait nous tuer d'un simple coup de patte. Alors, ça donne quoi? Il n'appuie pas aussi fort que je le voudrais, et ça a l'air de l'amuser. Deuxième tentative, croisons les doigts. Allez, Brutus. Vas-y. Bravo! Bien. Cette fois, c'est la bonne. Victoire. Je tiens ma double empreinte. C'est parfait. C'est exactement ça. C'est la première fois que je moule une empreinte. Pendant que le plâtre sèche, je vais tenter de comprendre comment Messner a pu prendre un ours pour un yéti. Regardez ce qu'il a fait avec cet arbre. Il est super impressionnant quand il se dresse sur ses pattes arrière. Très impressionnant. Messner a marché toute la journée, il commence à faire nuit, et tout à coup il voit cette bête sur deux pattes. Le cerveau pense tout de suite à quelque chose d'humain et pas à un ours. Ce n'est pas la première chose qui vient à l'esprit. Non, on ne s'attend pas à voir un animal debout. On pense tout de suite à autre chose. J'imagine très bien comment Messner a pu se convaincre à cet instant qu'il avait vu un Bigfoot. Il y avait très peu de lumière, et à travers les feuilles, on pouvait croire que c'était un yéti. Absolument. Alors, Tous les orteils, le coussinet, les griffes, ça rend vraiment bien. c'est pas mal. Une grosse patte pour une grosse bête. C'est pas mal du tout. C'est super. Si on voyait ça dans un musée, au milieu d'autres preuves de l'existence du yéti, on pourrait y croire. Totalement. La ressemblance est saisissante. J'ai l'impression de marcher dans les traces de Brutus, de Shipton, de Messner, du Yéti. Et l'hypothèse d'un ours des montagnes semble se confirmer. Reste à savoir ce qu'en dit Brian Sykes. Ces analyses sont terminées et je meurs d'impatience de connaître les résultats. Il m'a prévenu que j'allais avoir une grosse surprise. J'ai l'étrange sensation de boucler la boucle. Du camp de base de l'Everest aux Alpes italiennes, en passant par l'Ouest américain. Me voici de retour dans la campagne anglaise où Brian Sykes m'attend. Pour l'instant, tous les éléments de mon enquête semblent confirmer que le Yéti serait un ours. Mais je n'ai pas de preuves. C'est là tout l'intérêt des analyses de Brian. Elles vont être formelles. Nous avons rendez-vous parmi une extraordinaire collection d'animaux empaillés au musée d'histoire naturelle de Tring. Bonjour. Content de vous voir. La première nouvelle est décevante. La créature empaillée de Messner, le Yéti nazi, n'a donné aucun résultat. L'ADN a probablement été détruit par les produits de taxidermie. La seconde nouvelle est surprenante. Les échantillons du Ladakh et du Bhoutan correspondent à la même espèce. Et pas tout à fait à celle que j'attendais. Vous allez me dire que c'est un ours brun? Non. Ce n'est ni un ours lipu, ni un ours noir, ni un ours brun. L'ADN correspond à la perfection à celui d'un ours blanc. Quoi? Ursus maritimus, un ours blanc, un ours blanc. Vous me faites marcher. Non, C'est vrai? J'imagine que vous avez tout revérifié. oui. Comme c'était étonnant, on a revérifié. Mais ce n'est pas aussi simple que ça.
Il ne s'agit pas d'un ours blanc actuel, mais d'une espèce très ancienne. Les résultats correspondent à l'ADN prélevé sur la mâchoire d'un ours mort il y a au moins 40 000 ans. Les deux échantillons, l'un du Bhoutan, l'autre du Ladakh, à 1300 km de là, correspondent à l'ADN d'un ours blanc retrouvé à Svalbard en Norvège en 2004. Le profil génétique des ours est très complexe et les résultats de Brian Sykes ne sont pas faciles à interpréter. Est-ce que cela veut dire que le Yéti du Ladakh et du Bhoutan serait un ours blanc? C'est très peu probable. La description ne colle pas. Sans compter que dans l'Himalaya, un ours blanc ne trouverait pas de quoi se nourrir. Il y a une autre possibilité. La mâchoire trouvée en Norvège daterait du Pléistocène. C'est à cette période que l'ours blanc et le brun se seraient séparés en deux espèces distinctes. L'ours du Ladakh pourrait donc descendre d'un ancêtre commun. Mais Brian Sykes a un autre avis sur la question. L'ADN est bien celui d'un ours blanc. Une explication possible serait que l'animal est un hybride d'un ours blanc et d'un ours brun. Ils se croisent assez bien. L'époque exacte de la séparation des deux espèces est très discutée. Certains pensent même qu'elle n'a jamais vraiment eu lieu. On sait qu'aujourd'hui, dans le Grand Nord, les deux espèces s'accouplent parfois là où leur territoire se chevauche. Ces croisements se produisent peut-être depuis des milliers d'années. Et les hybrides, comme cet ours du musée de Tring, ont souvent une apparence étrange puisqu'ils mêlent les caractéristiques des deux parents. Peut-être qu'à chaque fois que des gens ont vu un yéti, il s'agissait d'un ours hybride, parce qu'il ne se comporte pas comme un ours ordinaire. L'ours blanc est mangeur d'hommes. Cet hybride de l'Himalaya l'est peut-être aussi. Cela expliquerait sa réputation et la peur qu'il peut susciter. Je repense aux bêtes de Shona mortes dévorées, à la méfiance du chasseur au Ladakh et à l'animal qui a terrorisé Messner. Les Tibétains l'ont peut-être toujours su. Dans une nouvelle traduction d'un manuscrit vieux de 300 ans, il est écrit « Le Yéti est une variété d'ours qui vit dans les régions montagneuses inhospitalières. » C'est une découverte cruciale. Tout à fait. En matière d'hybridation chez les ours, mais encore plus en ce qui concerne l'identité du yéti. S'il existe un ours différent de ceux qu'on trouve habituellement dans l'Himalaya, parce qu'il possède le génome de l'ours blanc, c'est peut-être le fondement biologique de la légende du yéti. Et il existe peut-être encore ? Probablement. C'est une théorie très audacieuse que le généticien se presse d'approfondir. Qu'elle soit juste ou non, elle donne au monde scientifique un os à ronger. Et c'est une victoire personnelle pour Brian Sykes. L'un des aspects fascinants de la recherche est de découvrir des choses que personne n'a jamais vues. Quand les résultats qui désignaient l'ADN de l'ours blanc sont arrivés du labo, j'ai été le premier au monde à le savoir. C'est pour ça que je suis chercheur. Sincèrement, quand je me suis lancé dans ce projet avec Brian, je craignais vraiment que ça tourne vite à la chasse au Yéti.
Mais il a inversé la tendance. Il a fait une découverte scientifique fondamentale. Ce serait génial si Eric Shipton était encore de ce monde et de pouvoir partager ça avec lui. Car depuis sa photo il y a 60 ans et la naissance de la légende il y a des siècles, personne n'a réussi à fournir un début d'explication scientifique sur les origines biologiques du Yéti. C'est précisément ce que Brian vient de faire. Il reste modeste, mais on ne peut pas sous-estimer l'exploit que ça représente. Et ça va certainement changer notre perception du Yéti, définitivement. On a de grandes chances de trouver des spécimens vivants dans l'Himalaya. Il doit y en avoir d'autres. La prochaine fois, je partirai aux États-Unis rencontrer un soi-disant tueur de Sasquatch, visiter la région où le mystérieux animal se cacherait et plonger dans le monde sauvage des chasseurs de Bigfoot. J'ai entendu. Vous avez entendu? Ils approchent. Ils viennent ici? Oui. C'est l'heure de manger.